Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. La rencontre préparatoire de l'Assemblée annuelle des acteurs fiscaux s'est ouverte ce matin à Dakar. Durant 72 heures, des acteurs issus de 18 pays vont échanger sur la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et la fraude fiscale et la protection des données fiscales pour édifier une culture fiscale à grande échelle. La Direction générale des impôts et domaines souhaite l'introduction d'un cours de civisme fiscal dans le programme scolaire. L'actualité ce mardi cite aussi l'installation officielle du nouveau chef d'état-major général des armées. La cérémonie de prise de commandement a eu lieu ce matin. Le nouveau SEMGA a décliné sa feuille de route. Les femmes dans l'armée, leur mérite récompensé. Le médecin-colonel Fatou Fall devient la première femme générale de l'armée du Sénégal. Il est temps de parvenir à zéro paludisme, à investir, innover et mettre en œuvre, thème de la célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au Sénégal, les défis sont énormes selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Objectif à l'horizon 2030, éliminer complètement cette maladie. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Le général Mbaye Cissé, officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées, le nouveau SEMGA a exprimé sa fierté d'avoir été choisi pour occuper ce poste de commandement. Présent à la cérémonie, le ministre des Forces armées est revenu sur le parcours prestigieux de ce haut gradé de l'armée. Mme Seynabou Babou. En début de cérémonie, la mise en place des corps de troupes et des écoles militaires. Les hommes au garde à vous. Le tapis rouge déroulé au général Mbaye Cissé, désormais chef d'état-major général des armées, avec un sentiment de fierté. Je voudrais d'emblée vous assurer que toute mon énergie sera consacrée à ma mission, pour donner corps à la volonté maintes fois exprimée du chef de l'État de doter notre pays d'un outil de défense performant, en phase avec les défis sécuritaires multiformes qui interpellent les nations en marche comme la nôtre. Le ministre des Forces armées, qui a présidé la cérémonie, estime que cette nomination témoigne du couronnement d'une carrière d'officier général et mérite. Le chef suprême des armées, M. Macky Sall, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance, car il a reconnu chez vous la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées cet outil résilient et performant. Le ministre des Forces armées décline la feuille de route de l'ex-chef d'état-major particulier du président de la République. Votre nomination survient à un moment presque inédit de montée des enjeux, des défis sécuritaires qui interpellent nos concitoyens et la sous-région ouest africaine. Tout ce rapport, votre expertise et votre leadership seront sans nul doute convoqués pour donner du contenu à cette trajectoire de modernisation au regard du contexte stratégique mouvant marqué par le développement de menaces protéiformes. Beaucoup de défis attendent le nouveau SEMGA, mais le général Mbaye Cissé, droit dans ses bottes, promet de perpétuer l'héritage de ses prédécesseurs. Général Mbaye Cissé a décliné sa feuille de route, une armée réactive et résiliente qui pourra faire face aux multiples menaces qui pèsent sur la cohésion nationale. Voilà l'un des objectifs du nouveau SEMGA que je vous propose d'écouter. Mon ambition est d'œuvrer en permanence à la consolidation d'une armée prête à l'emploi par son organisation et son sens de l'anticipation, réactive par sa flexibilité et son aptitude à circonscrire les menaces intérieures comme extérieures,
et surtout résiliente à toutes les formes d'adversité tendant à miner la cohésion. À cet effet, tout en consolidant les larges succès déjà engrangés, j'entends réaliser la volonté de plusieurs autorités d'imprimer une transformation qualitative à nos armées par la recherche et le culte de la performance dans les domaines clés couvrant les opérations, la logistique, les ressources humaines, la condition militaire et surtout, les valeurs qui fondent notre ethos de soldats. S'agissant des activités opérationnelles, elles constituent et demeurent notre cœur de métier. À ce titre, dans le sillage des gains opérationnels encourageants engrangés ces dernières années au sud de notre pays, la sécurisation effective et totale du sanctuaire national restera notre credo pour retrouver définitivement la paix et participer au retour à une vue normale des populations longuement éprouvées. Dans l'intervalle, la traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue y sera menée sans répit, tout en envisageant un décentrement opérationnel rapide vers d'autres zones potentielles d'intervention. Et à ceux qui tentent de jeter le discrédit sur l'armée nationale, le ministre des Forces armées a répondu, selon Maître Sidiki Kaba, l'armée sénégalaise est une armée loyale, républicaine et professionnelle. Le ministre a par la même occasion rappelé le rôle et l'importance de l'armée. Écoutons-le. Notre armée est une armée loyale, républicaine et professionnelle. Elle est une armée nationale. En d'autres termes, elle n'est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle. Elle demeure le creuset où tout au fond et se confond. Elle s'est toujours illustrée avec courage et abnégation dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de défense de l'intégrité du territoire national et de la protection de nos populations. Sa contribution au renforcement de l'unité nationale et à la sauvegarde de la cohésion nationale est indéniable. Et sa participation depuis notre indépendance au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans plusieurs théâtres de conflit a accru le prestige de notre pays au sein de la communauté internationale. Il va de soi que pour toutes ces raisons, nous devons du respect et de la considération, voire de l'admiration et de l'affection aux hommes et femmes valeureux qui servent cette vaillante armée et qui ont fait le serment d'aller jusqu'au sacrifice ultime pour la défense des intérêts de notre pays. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux qui cherchent à jeter le discrédit ou à créer la division et la suspicion au sein des forces armées que leurs tentatives de manipulation et de désinformation sont d'emblée vouées à l'échec. Et puis le mérite des femmes dans l'armée récompensé le matin. Colonel Fatou Fall a été promu général d'armée, une première au Sénégal. Agrégé de médecine, Fatou Fall officie à l'hôpital principal de Dakar. Promotion du civisme fiscal, lutte contre la corruption, protection des données fiscales des acteurs fiscaux de 18 pays à Dakar pour échanger sur ces questions. Une rencontre en prélude à l'Assemblée annuelle prévue en Guinée au mois de juin et pour initier les jeunes au consentement à l'impôt. Un cours de civisme fiscal sera introduit dans les programmes scolaires selon le directeur général des impôts et domaines Amadou Bari et Mafalfal pour les explications. Principal pourvoyeur de recettes de l'État, 90% de recouvrement de la DGID sont basés sur des déclarations et paiements spontanés selon la direction. Dans ses efforts pour inciter les citoyens à s'acquitter volontairement de leurs impôts, la structure travaille sans relâche à réduire le gap de 10% restant, indique le DG de la DGID. Si on arrive à promouvoir le civisme fiscal, l'État va engager moins de moyens pour recouvrer des recettes et que donc la gestion des dépenses publiques n'en sera que plus optimisée. Donc c'est pourquoi à chaque fois que l'on travaille, on met d'abord en avant
la promotion du système fiscal, parce que le système fiscal que nous avons est un système déclaratif. Pour inculquer le civisme fiscal dès le bas âge, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le sujet sera introduit dans l'enseignement moyen et secondaire, se félicite la direction de la DGID. Et actuellement, il y a beaucoup d'avancées qui ont été notées et il est même prévu de l'intégrer dans le curricula, de telle sorte que l'apprenant, dès le bas âge, intègre la fiscalité dans ses obligations vis-à-vis de l'État. Au Sénégal, l'essentiel des recettes de l'État qui alimentent le budget proviennent des impôts et domaines. Selon le représentant du ministre des Finances, il existe encore des niches fiscales à explorer pour l'État. Effectivement, il y a des marges, puisque le taux de pression fiscale est autour de 18%. Nous avons l'ambition de le porter à 20%. Cela veut dire qu'il y a encore de la marge pour progresser. Le cercle de réflexion et d'échange administration fiscale à l'initiative de cette rencontre est une association vieille de 40 ans. Il regroupe en son sein 30 pays issus de 3 continents, tous des francophones, pour promouvoir les meilleures pratiques fiscales. Parlons à présent de la quinzaine de l'Europe, 2 semaines pour parler d'un partenariat pour l'avenir entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. Le programme d'activité a démarré ce 25 avril et va se poursuivre jusqu'au 9 mai. La jeunesse et l'employabilité au cœur de la stratégie. Khadija Diouf et Barras. Cette quinzaine met en valeur le partenariat politique et économique et de coopération entre l'UE et le Sénégal. Déclaration Schuman, qui il y a 73 ans, a annoncé et a fondé les prémices d'une Europe unie, solidaire et pacifiée, et comme l'a rappelé si brillamment l'ambassadeur d'Italie, au sortir de cette guerre qui a été meurtrière pour l'ensemble du monde entier, mais particulièrement pour l'Europe. C'est donc pour nous, Sénégal, une occasion qui nous est offerte pour constater l'exemplarité du modèle européen. Un partenariat aux valeurs partagées entre le Sénégal et l'Union européenne a pour but de mettre la jeunesse au cœur de cette entente. Et vient aussi au soutien au plan d'urgence pour la création et l'insertion des jeunes. L'Union européenne est également le premier partenaire au développement du Sénégal. L'objectif de ce partenariat est d'appuyer les priorités nationales du pays qui visent la relance économique ainsi que l'émergence et décliné dans le plan Sénégal émergent, le plan d'action prioritaire pour la relance post-Covid et vient aussi au soutien au plan d'urgence pour la création et l'insertion des jeunes. Sur la question de l'employabilité, l'Union européenne opte pour une croissance verte pour la résorption du gaz. La réponse européenne vise 3 domaines prioritaires. Une croissance verte et inclusive pour la création d'emplois, qui soutient notamment les chaînes de valeur agricoles pour la souveraineté alimentaire, les secteurs du transport, du numérique et le secteur privé. Deuxièmement, le développement du capital humain, en particulier sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, de la formation professionnelle. En tant que premier partenaire économique et commercial du Sénégal, l'Union européenne réitère son engagement au Sénégal ainsi qu'à toute l'Afrique afin de bâtir ensemble un avenir meilleur. Et présent à la cérémonie, l'ambassadeur de France au Sénégal s'est exprimé sur le sentiment anti-français qui prend de l'ampleur au Sénégal. Philippe Lalliot appelle au dialogue et à la coopération. Pour le diplomate, la relation entre les deux pays est une relation de partenariat. Un mouvement comme Frappe France Dégage, moi la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je pense que ça n'est pas ainsi que je conçois les relations entre deux grands pays qui se connaissent si bien et qui s'apprécient tant que sont le Sénégal et la France. Et j'ai, pour ce qui me concerne, et je crois que c'est le cas bien sûr du gouvernement français que je représente ici, mais aussi des autorités sénégalaises, j'en suis sûr, c'est très éloigné de la manière dont nous concevons nos relations. Nous la concevons non pas sur le mode du dégage, mais travaillons ensemble
les défis aujourd'hui auxquels nous sommes collectivement confrontés sont à ce point graves qu'ils rendent nécessaire la coopération internationale. Favoriser le multilatéralisme, le dialogue, l'échange, le partenariat sur un pied d'égalité. Encore une fois, et c'est presque l'ADN d'un diplomate, mais je pense que c'est plus que ça, c'est plus profond que ça. C'est une manière de projeter nos deux pays, le Sénégal et la France, vers l'avenir, qu'ils ont en commun, qu'ils ont en partage. Je ne conçois pas les années qui viennent autrement que sur ce mode très fraternel, très amical, très chaleureux. Et vous voyez que c'est très éloigné du projet politique que porte un mouvement comme Frappe France Dégage. Je faisais remarquer récemment dans une réunion que je n'imagine pas un mouvement qui s'appellerait Frappe Sénégal Dégage en France. Ça tomberait sous le coup de la loi et ça serait tellement étranger aux relations que nous entretenons avec la communauté sénégalaise en France, qui est très bien intégrée. Et puis, Philippe Lalliot a également fait le bilan du nombre de demandes de visa reçues par l'ambassade de France. 11 000 demandes, dont les 2 tiers concernent des prescriptions. L'ambassadeur dénonce des pratiques frauduleuses notées dans les procédures. Écoutons-le. Nous avons une capacité de traitement de ces visas qu'on ne peut pas développer à l'infini. Et donc, chaque semaine, nous mettons en ligne, pour ce qui concerne le Consulat général de France et l'ambassade de France, des centaines de créneaux pour le dépôt des demandes de visa qui sont littéralement pris d'assaut. Pour vous donner une idée de cette demande particulière, cette année, on sait d'ores et déjà qu'on va devoir traiter à peu près 11 000 demandes de visa. C'était à peu près entre 9 et 10 000 l'année dernière. Donc cette demande qui est déjà très importante, en plus, elle continue à augmenter. Je dois dire tout de suite que ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça mesure l'attractivité de notre pays et le souhait qu'ont les gens de voyager, de circuler vers la France, mais également vers d'autres pays de l'Union européenne. Ces 11 000 demandes de visa, il va falloir qu'on les traite en 1 mois et demi à peu près, qui correspond au moment où les étudiants ont leur diplôme de baccalauréat ou de fin d'année universitaire, et donc peuvent se présenter dans l'année qui suit. Et donc nous travaillons avec les autorités sénégalaises pour trouver un moyen de desserrer cet étau, de surmonter cette difficulté qu'il y a à accéder aux services consulaires. J'ajoute que très souvent, cette pratique qui consiste à rafler la totalité des créneaux pour les revendre ensuite s'accompagne de pratiques frauduleuses dans la constitution des dossiers de demande de visa. Vous l'annoncez dans les titres, ce mardi 25 avril est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme et pour le Sénégal. Les défis sont énormes et selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, le défi majeur reste l'élimination de cette maladie à l'horizon 2023. Dr Doudou Sène répondait aux questions d'Elhadji Malick Guissé. Comme on atteste déjà les résultats du rapport publié par l'OMS pour 2021-2022, nous avons recensé à travers le monde plus de 247 millions de cas de paludisme, avec plus de 600 000 décès. Et l'Afrique, pratiquement à elle seule, porte plus de 90% de ce fardeau. Et quand on vient au Sénégal, à peu près plus de 500 000 cas en 2021 ont été recensés. On n'a pas encore les chiffres de 2022, liés au fait qu'il y a eu une grève qui s'est déroulée et qu'il y a eu une rétention des informations. Oui. Et concernant les cas de décès en 2021, les décès, c'est à peu près 399 décès qu'on a eu à recenser au Sénégal. Mais la particularité, c'est comme j'ai l'habitude de le rappeler, c'est les cas dans les grandes villes où toutes les structures sont disponibles, les moyens sont disponibles et que pourtant il y a eu 71 décès rien qu'à Dakar. 71 décès comparé à Kédougou où nous avons eu 119 000 cas de paludisme avec 71 décès. Pour montrer qu'il y a des défis à relever au niveau de la capitale
dans le plan de la formation des agents qui sont en charge de la prise en charge, mais également dans la sensibilisation des populations pour s'y rendre beaucoup plus tôt dans les structures de santé. Globalement, si on devait faire une cartographie du paludisme au Sénégal, nous avons 3 zones distinctes. Une zone qu'on appelle la zone de préélimination avec moins de 5 cas pour 1000 habitants environ qui font le palu chaque année. C'est la zone nord du pays qu'on appelle la zone de préélimination du palu. Kédougou, c'est la zone de Saint-Louis, de Matam, de Louga, une partie de la région de Ziguinchor, une partie de Thiès, de Fatick, qui sont dans cette situation. La zone intermédiaire qui a une incidence qui tourne autour de 5 à 10 à 15 pour 1000. C'est-à-dire quand tu prends 1000 personnes, il y a à peu près 10 à 15 qui font le palu dans l'année. Et la zone rouge de forte incidence où l'incidence peut aller jusqu'à 700 pour 1000 personnes. Par exemple, dans le Saraya. Le coordonnateur du PNLP était l'invité de Kenoas Kanui. Santé, toujours, la commune de Sébikotane dispose désormais de 2 nouveaux postes de santé, mais ces 2 infrastructures ne couvrent pas totalement les demandes des populations au plan sanitaire. Les autorités municipales sollicitent l'APIX pour la construction d'un poste de santé. Écoutons à ce propos Aliou Pouy, maire de Sébikotane, au micro de Babacar. Je pense que les doléances que le district a posées trouvent leur réponse dans les actions que nous sommes en train de mener. J'ai parlé tantôt des 2 postes de santé que nous avons entamés et dont la construction est très avancée. Vous avez le poste de santé de Yeba dont on a coulé la dalle. Donc bientôt on va attaquer les travaux de finition. Un poste de santé aussi est en train d'être construit au niveau du quartier Sébigar en collaboration avec l'entreprise Fabrimetal. Les travaux avancent bien. Je pense qu'à terme, l'achèvement de ces 2 postes de santé combinés aux postes de santé qui existent ici fera que vraiment ces doléances seront entièrement, en tout cas, satisfaites. Mais au-delà des postes de santé, je pense que la taille de la population de Sébikotane aujourd'hui milite pour l'érection d'un centre de santé. Et sur ce point, nous sommes très avancés dans les discussions avec les différents partenaires, notamment avec l'APIX qui va nous indemniser parce que vous n'êtes pas sans savoir que le poste de santé qui était là a été impacté dans le cadre du TER. Nous comptons en tout cas saisir cette opportunité que va constituer l'indemnisation et renforcer peut-être le budget alloué à la santé afin de pouvoir ériger ici dans les années à venir un centre de santé conformément à la taille de la population de Sébikotane. Politique à présent, la députée Marietou Dian du parti Réumi vient de démissionner du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Elle vient de déposer sur la table de son collègue de l'APR, Maître Oumar Youm, président de ce groupe, qui enregistre ainsi une 2e défection après celle d'Aminata Touré, juste après les élections législatives. Dans sa lettre de démission, Marietou Dian rappelle le contexte de l'alliance entre Réumi et la mouvance présidentielle, puis indique que son acte est une suite logique de la déclaration de candidature du leader du parti Réumi, Idrissa Seck. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.